Bonjour à tous. Vous avez une super idée que vous voulez mettre en open source ou vous voulez simplement contribuer à un logiciel déjà existant et vous ne savez pas comment faire. La vidéo suivante va vous expliquer tous les principes, toutes les règles pour réussir à bien s'intégrer dans un projet open source ou bien construire son projet open source. Jingle! Alors la vidéo va se séparer en deux parties, hein. Une sur la façon, en premier, la façon de contribuer à un projet et les règles à respecter pour contribuer sur une structure qui est déjà existante. Et la deuxième partie de la présentation, comment créer votre propre projet. Alors, pour contribuer à un projet open source, il faut d'abord commencer à cibler et comprendre le projet sur lequel on veut s'intégrer. Je pense que le plus important, c'est de trouver un projet adapté, un projet qui à la fois va vous motiver et sur lequel l'action que vous pouvez réaliser va apporter quelque chose et sur lequel vous avez le niveau de compétence nécessaire. Donc, en gros, choisissez un projet qui vous passionne. Alors, pour pouvoir trouver des projets, il y a plein de façons de faire. On peut utiliser GitHub Explore hein, pour filtrer par langage, filtrer par tendance, filtrer sur les différentes actualités en termes de projets qui circulent. Code triage, par exemple, aussi, pour vous inscrire et recevoir aussi des issues, si vous voulez vous positionner plus comme réparateur, comme pompier sur les projets, hein, et puis essayer de contribuer de façon plus globale. Up for Grabs, qui est fait pour détecter tous les projets sur lesquels il y a des issues qui sont tagués en potentiel first contribution, et puis pareil pour first contribution. Pour comprendre le projet, bah, l'idéal c'est d'aller sur la forge, sur les sources du projet, et de commencer à lire la documentation, lire le README du projet, et puis d'aller parcourir les issues, l'ensemble de toutes les demandes qui sont en cours, de regarder ce qui est proposé en feature, est-ce qu'il y a des besoins de documentation, est-ce qu'il y a des besoins de résolution de bugs, est-ce qu'il y a des activités sur lesquelles vous êtes en mesure de vous positionner. Alors, pour pouvoir travailler sur un projet open source, il y a un certain nombre de prérequis techniques et il y a des outils indispensables. Le premier, de façon quasi incontournable, c'est la capacité à avoir Git sur sa machine, à avoir une machine sur laquelle il est déployé, savoir l'utiliser et au-delà de ça, même connaître les flows d'utilisation, Git Flow, GitHub Flow ou ce qui va être mis en œuvre sur le projet. Normalement, si c'est un flow spécifique, le projet va le préciser. Ensuite, vous devez avoir une machine pour développer. Même si au final c'est une activité presque uniquement documentaire ou de test, il va vous falloir exécuter le programme, il va falloir regarder, tester le programme pour pouvoir bien le documenter ou mieux le tester. Donc un serveur, une machine virtuelle, typiquement sous Unix, un Mac par exemple, ou sous Linux. On peut utiliser WSL sous Windows, on peut utiliser Multipass. Il y a plein de façons de faire pour se déployer un environnement sous Linux. Moi, je vous conseille réellement de travailler sous Linux parce que la majorité des projets open source vont être des projets sous Linux. Alors, optionnel, une IDE, ou un IDE, un environnement de développement intégré. Typiquement comme VS Code. Alors oui, VS Code c'est du Microsoft, mais c'est de l'open source. Il en existe plein d'autres. Alors à chacun sa religion, chacun ses croyances. En tout cas, l'IDE, au-delà même d'un éditeur de texte raffiné, va vous permettre de pouvoir contrôler la partie VCS, la partie Git, va vous permettre d'avoir de la coloration syntaxique, des snippets, des outils qui vont permettre de gagner votre temps. Et potentiellement aussi la capacité de pouvoir débugger, lancer le programme dans des conditions de debug avec du tracing et ou d'interagir avec des systèmes de containerisation, des bases de données ou autres composants qui sont nécessaires au logiciel. Donc oui, utilisez un IDE. Évidemment, vous allez avoir besoin d'un navigateur, au minimum pour aller sur les forges, mais aussi pour regarder si vous faites de la documentation, si c'est du Markdown, comment elle va être rendue en Markdown et ainsi de suite. Je vous conseille vraiment, moi, d'utiliser Firefox hein, et ou Brave ou des logiciels open source, parce que ici on est sur Ultra Green. Alors, effectivement, hein, je vous l'ai dit quand on a parlé de Git, en fonction des projets, il y a un flow particulier qui va être mis en place. Souvent, les gens utilisent Gitflow, et du coup, installer l'extension sur Git qui permet d'utiliser les commandes et le formalisme de Gitflow.
Alors, se préparer à la contribution. On va prendre un use case, imaginons, commencer simple, hein. Vraiment essayer de commencer le plus simple possible. Et une première contribution, potentiellement, ça peut être de documenter un projet ou de traduire ou de créer des fichiers de local dans une langue qui n'existe pas pour un projet. Dans ces cas-là, ce que vous avez à faire, la première étape, c'est d'aller sur le GitHub du projet et vous allez forker le projet, c'est-à-dire créer votre propre copie du projet. Donc, une fois que vous avez ce fork, il va être attaché, hein, dans votre environnement GitHub. Alors pour ça, bien sûr, il va falloir que vous soyez connecté, authentifié et que vous ayez un compte sur GitHub. Si ce n'est pas déjà le cas, faites-le. Et sur GitLab aussi, hein, tous les endroits où vous allez être susceptible de contribuer. Et puis, vous allez ensuite cloner cette repository, en faire une copie locale sur votre machine. Et puis, vous allez commencer à créer ce qu'on appelle une feature branch. Alors, je vais insister, hein, sur ce sujet, mais il va falloir effectivement faire en sorte que quand vous développez quelque chose, une branche égale une fonctionnalité. Donc pour faire ça, bah voilà, les commandes sont montrées sur la droite. On fait le git clone du projet en le récupérant depuis le petit bouton vert qui est juste en dessous là. Ensuite, on va dans le projet. Potentiellement, on peut reconfigurer la remote si elle n'est pas déjà. Normalement, si on l'a clonée, elle devrait être configurée. Et puis ensuite, on vient check out une nouvelle branche qu'on appelle comme on veut. Doc, par exemple, ici, elle s'appelle doc login. C'est la branche sur laquelle vous allez travailler. Une fois que toutes ces opérations sont faites, bah vous allez effectivement, depuis votre machine, être beaucoup plus en mesure de rentrer dans le code au travers de votre IDE. Donc vous allez examiner l'arborescence des fichiers, identifier tous les composants principaux de l'architecture, localiser s'il y a des tests, regarder comment est construit le projet et là où vous allez devoir interagir, et typiquement s'il y a de la documentation, est-ce qu'il y a un README, est-ce qu'il y a d'autres documentations attachées à ce README, est-ce qu'il y a des liens hypertextes qui peuvent être faits pour aller taper dans une autre partie du projet. Donc voilà, on analyse le code et mieux vaut le faire sur sa machine. Alors le processus de contribution. Donc, je vous le redis, hein, conseil, commencez petit sur un premier projet. Typiquement, peut-être ne pas développer, mais déjà essayer de voir à contribuer pour améliorer de la doc, pour améliorer des tests ou des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de contribution pour les débutants? La doc, la traduction, créer des fichiers de local, c'est ce que je disais, créer des tests, et où effectivement commencer à s'intéresser à un bug simple. Typiquement, vous avez détecté un bug, vous savez, vous avez fait le petit correctif, peut-être au début un shadow patching, un monkey patching, pardon, pour essayer. Et du coup, vous voulez proposer ce correctif, bah, c'est une bonne façon de contribuer pour la première fois. Sinon, une autre façon, c'est effectivement d'aller regarder dans les issues, celles qui sont taguées Good First Issue. C'est des choses qui sont identifiées comme simples par les développeurs, qui n'ont pas forcément le temps de s'intéresser à ces bugs parce qu'ils ont des grosses features à créer ou des choses comme ça. Et du coup, bah, ils font un appel à contribution. Et en gros, les outils que je vous ai exposés tout à l'heure sont capables d'aller détecter ces Good First Issue. Donc, l'exemple de workflow concret, hein, si on revient depuis Git, hein, c'est on vient fetch l'upstream pour récupérer la mise à jour du fork. Hein. Ensuite, on fait un git checkout main, on vient merger avec l'upstream main, et puis ensuite, on fait sa branche, on vient faire ses correctifs, donc on fait ses correctifs. Ensuite, on fait un git add point. Alors, add point, peut-être pas forcément. Mieux vaut regarder, faire un git statue, identifier les fichiers qui ont été modifiés, et puis faire les git add des fichiers qui sont pertinents. Pourquoi faire ça? Parce que si le projet n'a pas fait de git ignore, potentiellement on peut venir, si notre environnement, notre personnel rajoute des fichiers de swap, des fichiers temporaires, des fichiers quelconques, ça peut venir polluer le projet avec des fichiers qui ne seraient pas pertinents. Et du coup, ça le ferait sur votre copie locale avant que vous fassiez ce qu'on appelle un pull request. Et du coup, si quelqu'un fait l'audit de code de votre pull request, il va le refuser parce qu'il va dire tu m'envoies des fichiers qui sont polluants et j'ai pas envie d'accepter ton PR. Ensuite, donc on commit et ensuite on vient pousser sur son fork. Une fois qu'on a fait ce fork, on va faire le PR. On le va voir un petit peu plus tard. Déjà, on va essayer de regarder un sujet important. Quand on développe, on doit respecter les 12 factors. Et il y en a un qui est important qui nous dit, et c'est aussi quelque part, si vous interagissez avec un projet,
Assurez-vous qu'ils respectent des bonnes règles, c'est-à-dire qu'ils ont aussi cette mécanisme d'identification des dépendances et de centralisation dans un fichier de conf unique. Par exemple, moi je fais du Ruby, ça va se faire au travers de bundler avec RubyGem. Il faut donc qu'il y ait un fichier gemfile qui identifie toutes les dépendances. Ça permet de faire en sorte que quand vous allez vouloir développer sur ce programme, la seule chose que vous avez à faire pour commencer à développer dedans, c'est un bundle install pour récupérer toutes les dépendances. Ou l'outil qui va bien, avec NPM aussi, où vous avez le package JSON et ainsi de suite, qui vous avez donc la possibilité de rapatrier un bundle de dépendances. Donc, si on prend le cas d'un programme en Ruby, vous avez à corriger un bug dessus, vous faites un git clone, vous faites les petites démarches qu'on a vues hein, sur votre copie locale, hein, donc après fork, et ensuite vous faites un bundle install. Donc maintenant revenons à notre pull request. La pull request, ça veut dire j'ai fait des modifs dans mon fork et je veux les envoyer au projet principal. Donc ça, pour faire ça, ça se fait au travers de la plateforme, de la Forge, hein, sur GitLab ou sur GitHub, si, en fonction de l'endroit où vous avez fait votre clone. Et puis, bah, il va falloir rédiger votre demande de pull request. Donc du coup, vous dites, voilà, cette branche-là, je veux la remerger sur le projet principal sur lequel j'ai forqué. Vous devez être précis, vous devez respecter le formalisme qui est précisé dans les différents fichiers qui identifient les bonnes pratiques. On va les voir un peu plus tard. Je ne les ai pas forcément identifiés dans la partie contribuer, mais on va les voir sur la partie créer votre propre projet. Donc respecter le formalisme, utiliser, si c'est le cas, des conventional commits, parce que le projet a dit qu'il respectait les conventional commits. On les verra un peu plus tard. Préciser l'ID de la demande traitée. Vous êtes en train de corriger quelque chose, il est identifié comme un ticket sur le système de tracking, sur l'issue management de la Forge, bah mettez l'ID. Préciser le type de pull request, donc est-ce que c'est un fixe, une feature, un fixe, de la documentation. Encore une fois, on regardera les conventional commits pour regarder exactement comment préciser le type de pull request. Mais en gros, voilà, ça va être quelque chose qui va ressembler à titre, le type de PR qu'on veut faire, donc rajouter une fonctionnalité, préciser, documenter un peu la fonctionnalité, expliquer ce que ça fixe l'issue, par exemple, dièse 1, 2, 3 de l'issue management, et puis détailler un peu les changements. D'accord ? Les bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on va identifier comme bonnes pratiques ? D'abord, effectivement, donner du contexte. Donc, n'hésitez pas à faire des screenshots pour montrer de façon visuelle les changements que vous proposez, si vous ajoutez une feature. Systématiquement, si des tests sont mis en œuvre, vous devez faire les tests de vos fonctionnalités et livrer avec les tests. Et vous devez documenter ce que vous livrez. Documenter à la fois dans la doc en ligne de l'application, mais aussi dans les commentaires, avec des choses comme d'Oxygène, en Ruby avec Yard par exemple. Je le montrerai un petit peu plus tard avec Yard. Hein. Vous devez suivre les conventions. Donc, s'il y a un outil de style de code, vous devez vous assurer que vous avez exécuté, par exemple en Ruby, le rec rubocop qui va bien pour s'assurer que vous respectez les conventions. Normalement, le projet, s'il a bien fait son boulot, il a créé un fichier de conf rubocop qui va permettre de s'assurer de respecter les conventions spécifiques du projet, au-delà des conventions génériques. Vous devez respecter le formalisme des commits et vous devez respecter le processus de pull request. Faut communiquer efficacement. Donc, faut être précis dans vos descriptions. Faut répondre au retour avec beaucoup d'ouverture si jamais on vous pose des questions pour essayer de savoir si votre correctif ou votre feature est pertinente. Et puis, voilà. Vous devez respecter les règles de gouvernance du projet. Et dans un projet, elles sont rédigées dans ce qu'on appelle le code of conduct.markdown et le contributing.markdown. Donc, ce sont deux fichiers qui, normalement, sont présents à la racine du projet qui vous expliquent comment interagir avec le projet. On le regardera quand on ira dans la partie créer son propre projet. Alors, lancez votre propre projet. Voilà. Cette fois-ci, vous avez décidé de mettre en ligne votre logiciel. Vous considérez qu'il y a quelque chose que vous avez codé ou vous avez envie de coder quelque chose qui a vocation à avoir de l'intérêt collectif, de la valeur globale. N'hésitez pas, produisez cette valeur globale. Donc, vous lancez pas tête baissée. Donc tout va commencer par la description de la solution du produit. Hein. Vous devez écrire ce que vous avez envie de faire. Et pour faire ça, bah, vous allez l'écrire en bon français dans le texte ou en anglais. Alors je vous conseille, et en gros pour pour que votre projet puisse avoir le maximum de contributeurs, parlez anglais et faites les choses en anglais. Vos commentaires, vos documentations, dans la mesure du possible, essayez de les faire en anglais.
Tant pis si vous ne le maîtrisez pas forcément bien. Si votre logiciel est intéressant, quelqu'un viendra vous corriger, quelqu'un viendra vous proposer des pull requests pour corriger votre documentation. Justement, c'est ça l'intérêt de l'open source. Donc vous devez définir votre vision. Vous devez commencer par répondre à votre propre besoin. Qu'est-ce que j'ai envie de faire moi? Qu'est-ce que j'ai envie de... Est-ce que j'ai quelque chose qui peut être utile pour moi? Et puis par la suite, vous allez rentrer dans le formalisme. Donc vous allez fixer des objectifs clairs. Et ces objectifs clairs, vous allez les intégrer euh, en vous positionnant depuis un utilisateur. Donc définir des personas pour définir qui va utiliser votre logiciel et comment il va l'utiliser. Et vous allez rentrer tous ces objectifs sous forme d'exigences dans un backlog au sein d'un Kanban de la Forge. Donc GitLab, GitHub, ils ont des outils qui permettent de gérer le milestoning et de fabriquer des cartes pour traiter le backlog sous forme de Kanban. L'objectif, c'est de construire ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Valuable Product, excusez-moi. Et du coup, c'est pratique parce que du coup, vous allez consommer votre backlog et vous allez à chaque fois savoir où vous en êtes de votre projet. Et potentiellement, si quelqu'un vous aide dès le début ou si des gens veulent venir vous aider, eh ben, ils pourront savoir où vous en êtes et savoir ce qu'il reste à faire. Et le but du jeu, ça va être de raffiner le plus possible ces cartes pour que le projet puisse avancer avec un collectif. Alors, moi, la première chose que je vous conseille, c'est structurer votre projet dès le début. Des fois, on se dit, tiens, je vais commencer à coder la fonctionnalité, et puis je vais faire du codage au kilomètre, et puis je referai les choses proprement après coup. Déjà, commencez par respecter les 12 factors. Code base, tout doit être versionné. Organisation des fichiers. Vous devez définir et documenter votre architecture logicielle. Vous devez mettre en place les tests automatisés et donc pour ça, il va falloir mettre en place l'intégration continue et peut-être le déploiement automatisé dès le début. Prenez tout de suite les bons réflexes et faites du test-driven development, c'est-à-dire commencez par écrire vos tests pour résoudre ces tests par l'écriture du code et ne codez pas au kilomètre. Commencez pas à vous en fichier puis en disant c'est pas grave, je mettrai mes classes dans des fichiers séparés après, je referai mes require ou mes include après. Non, 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 non. Parce que vous allez accumuler de la dette en faisant ça et c'est pas bien. Il faut tout de suite commencer à coder dans une démarche structurée. Si vous savez que vous allez publier, si vous êtes juste en train de prototyper quelque chose, ça se discute. Moi, même quand je prototype, je préfère très rapidement, alors peut-être pas dès le début, mais très rapidement, structurer, parce que je me dis que ce code peut potentiellement resservir après coup. Donc, si on regarde un projet type, on va donc avoir un répertoire pour la doc, un répertoire pour des sources avec des librairies, une application, un répertoire de tests, un fichier gitignore qui permet de ne pas polluer la structure du répertoire quand on commit, les deux fameux fichiers code of conduct et contributing, un fichier licence, on ira regarder ce sujet plus en détail, et puis sur UltraGreen, on est attentif aux licences open source pour le coup, et puis le fichier de README qui documente le projet. J'ai volontairement skippé la partie GitHub avec les issue templates, avec les workflows. Ça, c'est workflow, ça va être pour la partie intégration continue. Et issue template, ça permet de donner aux gens un template de bug report ou de feature request pour qu'ils puissent interagir avec le projet. C'est pas forcément strictement nécessaire au départ, surtout si vous n'avez pas la certitude que vous allez avoir un gros nombre de contributeurs qui vont venir vous aider. Faites ça quand ça sera pertinent. Donc, les documentations essentielles. Comme je vous l'ai dit, on utilisera du Markdown pour toutes les documentations. Donc, par exemple, un contributing.md. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, vous devez donner les règles, comment forker, comment mettre en place, comment interagir dans les pull requests, préciser si vous faites du conventional commit, quels sont les préfixes de conventional commit que vous utilisez. Est-ce que vous avez de la gestion du style de code, par exemple? Est-ce qu'il y a du Robocop et du coup il faudra aller renvoyer l'utilisateur sur le fichier de conf de Robocop ou la solution dans le langage que vous allez utiliser, hein. Est-ce que vous avez un processus de revue de code et comment ça se passe? Quelles sont les obligations sur les revues de code? Donc ça c'est le contributing.md qui va décrire ça. Et maintenant on va regarder le code of conduct. Lui, en gros c'est l'étape de la loi. C'est comment faire pour que ça se passe bien et qu'est-ce qui va se passer quand ça va pas bien se passer. Et en gros, expliquer aux gens qu'il ne faudra pas venir se plaindre si jamais ils se font sortir du projet parce qu'ils n'ont pas respecté les règles. En gros, le code of conduct, c'est l'étape de la loi.
Donc dans les documentations essentielles, il y a évidemment le README. Et alors dans un README, moi ce que je vous encourage le plus possible, c'est d'utiliser les badges qui sont disponibles pour matérialiser si le dernier build s'est bien passé, la version en cours, les états de couverture documentaire, les états de couverture par les tests. Il en existe énormément. Alors vraiment, je ne vais pas faire un centrique là-dessus sur la vidéo, mais utilisez-les. Au minimum, ce que vous devez avoir dedans, dans votre README, c'est la description du projet, les procédures d'installation ou de consommation du service, le guide d'utilisation rapide du service et un lien vers la documentation plus concrète, et puis des exemples d'utilisation concrets qui sont représentatifs d'une bonne partie de l'usage. Donc ça, vraiment, c'est important de mettre de la contextualisation. Ce qui est important aussi, quand le projet va devenir de plus en plus mature et quand vous allez aussi avoir des gens qui vont contribuer, c'est de leur montrer que vous êtes reconnaissant de ce qu'ils font. Et pour ça, il y a des projets comme par exemple All Contributors, où on peut intégrer des petits snippets de code HTML qui vont générer une vue des contributeurs, et c'est aussi quelque part une façon de les remercier. Alors, oui, votre application va évoluer, donc respectez le versionning, hein, respectez le plus possible le semantic versioning. Et pour ça, effectivement, l'avantage de respecter ce semantic versioning, ça va vous permettre d'utiliser des fonctionnalités comme Renovate ou Renovate Boat pour générer automatiquement votre changelog. Mais quoi qu'il arrive, vous devez avoir un changelog, même s'il n'est pas généré automatiquement. Et puis, on a l'historique de tout ce qui a été fait sur le logiciel. Donc, c'est pareil, c'est un formalisme Markdown. Encore une fois, il y a des outils pour le générer, il faut regarder dans le langage que vous utilisez. Donc, utilisez les conventional commits, utilisez les semantic versioning, utilisez un bot Renovate pour faire la génération automatique de votre changelog et gérer le versioning. Ou des choses qui sont correspondantes dans votre langage. En Ruby, c'est pas forcément Renovate qui est utilisé. Et puis voilà, donc le conventional commit, allez voir la doc, et puis on a fit, fix, doc, style, refactor, test, shore, pour tout ce qui est activité de maintenance et ainsi de suite. Je listerai pas tout. Alors revenons à notre histoire de licence. On est sur Ultra Green, on sait qu'on a envie de faire de l'open source, donc on se rappelle, il y a des vidéos, j'avais fait pas mal de vidéos pour décrire les types de licences, notamment celles sur les OSPO ou celles sur l'introduction à l'open source. Les licences permissives, elles vont permettre toute utilisation pour faire du business sur votre code. Moi, je les utilise énormément parce que je préfère utiliser des licences no copyleft. Type BSD ou MIT. En plus, FreeBSD a une petite note affective de ma part. Donc, j'ai pendant très longtemps utilisé la licence BSD. Maintenant, j'utilise aussi beaucoup la licence MIT. Finalement, j'utilise très peu la licence Apache 2. Et je n'utilise pas les licences GPL ou AGPL, ou quasiment pas. Pas, en fait. Et je n'utilise pas de licence copyleft. La bonne manière pour créer votre fichier de licence, s'il n'est pas généré automatiquement par la Forge, parce que les Forges le proposent, ça va être d'aller le curl sur opensource.org, c'est-à-dire sur le site de l'Open Source Initiative, en connaissant l'URL, mais vous avez la possibilité de récupérer le lien très facilement depuis leur site. Et puis, normalement, ils sont faits avec du tokening qui va bien avec des crochets, et vous allez faire de la substitution avec une commande comme sed dans le fichier de licence pour venir mettre l'année de création de votre projet et faire la substitution de votre nom et potentiellement des données qui sont présentes dans le template. Donc là, j'ai mis l'exemple avec un fichier MIT et ça fonctionne relativement bien. Donc la synthèse, on se rappelle, les licences no copyleft, elles n'exigent pas le partage des modifications. La MIT BSD ne protège pas les brevets, alors que l'Apache 2 le fait. Et puis, par contre, quoi qu'il arrive, elles permettent tous un usage commercial, elles permettent toutes de faire des modifications. Donc, il y a les 4 enjeux principaux du libre et de l'open source pour l'AGPL et l'AGPL, et puis un petit peu de permissivité sur les licences no copyleft. Alors, documentez votre code. Oui, c'est indispensable. Et encore plus quand vous contribuez, parce que du coup, ça permet de respecter le projet que vous êtes en train d'assister, auquel vous apportez votre valeur. Donc, si par exemple, je prends le cas d'usage en Ruby,
on va utiliser Yard, il y a Another Ruby Documentation, qui est de la documentation qui est dans le code, qui permet de générer la documentation technique du logiciel. Alors, au moins documenter les méthodes publiques, tout ce qui va permettre, tout ce qui va être utilisable. Si par exemple vous intervenez sur une librairie, cette librairie va exposer des méthodes, il faut que les méthodes qui sont publiques, elles soient au moins documentées. Et essayer d'intégrer des exemples d'usage. On peut le faire, je ne l'ai pas mis dans l'exemple qu'on va voir juste après, mais du coup, voilà, livrez votre documentation. Alors, je me suis trompé, je suis désolé, et normalement, effectivement, ici, on aurait dû avoir un petit exemple de documentation, et puis c'est le changelog. Donc, j'hésiterai pas peut-être à vous remettre du Yard dans les commentaires. Continuons. Une fois que, sur votre projet, hein, une fois que vous allez avoir fait votre projet, il va falloir le rendre disponible aux utilisateurs. Et pour ça, normalement, tous les langages ont des repositories sur lesquels on peut, publics sur lesquels, et des dépôts publics sur lesquels on peut rendre disponibles ces composants. Bah, en open source, c'est ça qu'il faut utiliser. Et du coup, bah, par exemple, en Ruby, on va utiliser RubyGem. Donc le but du jeu, par exemple, ça va être de se dire, j'ai fabriqué un gem Ruby, une librairie par exemple, genre, ma librairie s'appelle Carioca, elle est accessible sur RubyGem. Si vous faites un gem search de cette librairie, enfin vous utilisez les commandes de RubyGem pour la chercher, vous mettez le nom Carioca et vous allez voir qu'effectivement il y a cette librairie. Vous faites un gem install et ça l'installe. Ou alors vous faites un bundle add de Carioca, ça viendra ajouter dans votre gem file et puis après ce Carioca sera utilisable dans votre projet parce que intégré dans le gem file. C'est indispensable de publier les artefacts compilés, fabriqués, buildés de votre projet sur des dépôts publics. Un projet qui doit être compilé par l'utilisateur avant d'être utilisé, eh ben il n'est pas utilisé. Donc, encore une fois, respectez les 12 factors. Build, release, run. Donc, faites des pipelines séparés pour faire vos tests, pour faire votre releasing, pour faire votre building et venir le mettre dans les registries. Et vous respectez admin process, vous utilisez des outils comme mainfile, mais en Ruby par exemple regfile, dans lequel vous identifiez toutes les targets, toutes les macros que vous avez à exécuter pour faire vos opérations. Typiquement, et ça doit être utilisable via la CI/CD comme depuis la CLI. Si on regarde par exemple sur un projet Ruby, on va utiliser Rake, on va utiliser Bundle Jamstack, et puis après derrière on va lui dire qu'on veut une tâche qui s'appelle build, release build, une tâche qui s'appelle release push, et pour publier son programme, pour fabriquer son programme, on va faire un release build, un rake release build, et pour le builder et le pusher sur RubyGem, on va faire un rake release push. Ça veut dire on vient pas taper les commandes gem à la main, on vient pas faire des choses à la main, des choses qui sont répétitives, on fait des admin processes, on fait des processus ad hoc. Et du coup, ces processus ad hoc doivent être ceux qui sont utilisés dans vos pipelines, dans les scripts de vos pipelines d'intégration continue. Alors, recevoir du code. Espérons que ça vous arrive, votre projet, il plaît à des gens, il y a des gens qui ont des idées pour le faire évoluer. Quelles sont les règles ? Donc, la revue de code, c'est un processus obligatoire. Donc, chaque pull request, ça nécessite au moins une approbation, au moins la vôtre, mais potentiellement si vous avez d'autres contributeurs auxquels vous avez donné des droits, eh ben, plusieurs regards valent mieux qu'un. Et du coup, je vous encourage à faire au moins une approbation. Donc, obligatoirement, ce qui vous est livré, ça doit être testé. Donc, les tests doivent être écrits et les tests doivent passer. Et la couverture du code ne doit pas diminuer. C'est-à-dire qu'on ne doit pas recevoir du code sur lequel il n'y a pas de nouveaux tests qui couvrent le code qui est produit. Donc, n'acceptez que du code testé, n'acceptez que du code documenté, et ne soyez pas un Spock. Donc, si votre projet devient de plus en plus dynamique et qu'il y a des volontés de contribution, acceptez ces volontés de contribution pour qu'on puisse vous aider à supporter tout le processus de pull requesting. Donc, ensuite, comment construire une communauté active ? Il y a plein de façons de faire. C'est déjà de regarder les demandes qu'on vous formule. Donc, s'il y a des issues sur GitHub, bah, faites du feedback, dites si vous allez le faire, si vous n'allez pas le faire, mais communiquez, expliquez pourquoi vous ne le faites pas, ou expliquez quand vous allez le faire si vous êtes débordé. Ou alors, dites que vous êtes débordé et demandez du soutien.
Ensuite, utilisez Discord, utilisez les GitHub Discussion pour interagir avec d'autres personnes, potentiellement aussi aller parler dans les canaux de certains projets assez similaires pour potentiellement voir s'il y a des gens qui sont intéressés pour contribuer avec vous. Utilisez des outils comme Slack, Mattermost pour créer de l'interaction. Utilisez les forums de discussion et acceptez l'aide sur la documentation. Plus votre code est documenté correctement, plus il a de chances d'être utilisé. Et plus il a de chances d'être utilisé, plus vous avez de chances d'obtenir du soutien et de la contribution. Donc vraiment, acceptez l'aide sur la documentation, peut-être de façon prioritaire parce que c'est là où c'est le plus important. Ensuite, fabriquez une gouvernance. Prenez le temps, si votre projet grossit, de définir vos processus de décision, de définir les rôles et responsabilités avant de les accorder à quelqu'un. Sinon, vous risquez le chaos, pour faire simple. Alors, promouvoir votre projet. Comment faire pour promouvoir le projet ? Il y a plein de façons. Diffuser sur les réseaux sociaux comme Mastodon, sur votre site web, créer un site web pour l'application, faites une GitLab Pages ou le mécanisme qui va bien avec des projets comme Jekyll par exemple pour générer automatiquement la doc, ou Docusaurus. Il y a plein de solutions. Diffuser sur le web pour propager de la visibilité. Allez indexer votre projet sur des open-up, sur les différents outils d'indexation des projets open source. Utilisez les réseaux sociaux avec des liens vers votre GitLab ou GitHub qui va bien à chaque fois que vous réalisez. Allez sur les sites dédiés au langage que vous avez utilisé pour référencer votre projet. Écrire des articles de blog sur le sujet ou sur des blogs liés à la technologie. Si vous avez l'opportunité, faites des démonstrations dans des petits forums, dans des petits user groups. Faites du support sur YouTube, faites du support sur Peertube ou d'autres solutions sur le fait divers. Faites des présentations, démontrez votre logiciel par des études de cas. Et puis enfin, faites de l'open source. Allez dans les événements, allez dans les salons, allez dans les meet-up, allez faire des hackathons et ainsi de suite. Proposez des sujets sur des hackathons autour de votre logiciel. C'est le meilleur moyen d'augmenter la visibilité de votre projet. Alors, c'est là que maintenant les choses deviennent sérieuses. Votre projet vit, et si vous n'avez pas la communauté pour qu'il puisse vivre, il va y avoir un problème, parce que là, vous allez vous condamner à le maintenir ou faire en sorte qu'il ait une léthargie. Il y a des possibilités de l'archiver, mais bon, c'est peut-être pas l'objectif du projet. Donc, maintenant que votre projet il est en vie, vous avez une responsabilité en termes de MCO et de MCS de la solution. Alors, c'est compliqué, et je suis pas le premier à être le plus régulier pour venir gérer mes problèmes de dépendance, gérer mes problèmes de sécurité, les CVE potentiels de librairie que vous utilisez. C'est pas votre projet en lui-même qui va potentiellement être la plus grosse source de MCO MCS, c'est les librairies que vous allez utiliser. Elles évoluent énormément. L'open source, c'est la transparence, donc les choses se corrigent. C'est pas comme dans le code propriétaire où les bugs sont cachés ad vitam aeternam. Là, les bugs sont visibles, les problèmes sont corrigés rapidement, et du coup, vous devez aussi faire en sorte que vous utilisiez les versions corrigées. Donc, dans vos fichiers de dépendance, il va falloir mettre à jour, il va falloir rebuilder, retester. D'où l'intérêt d'avoir l'intégration continue, et d'où l'intérêt aussi d'intégrer les outils de la sécurité du MCO et du MCS dans vos processus d'intégration continue. Donc, gérez correctement vos versions. Faites correctement le suivi de vos versions. Utilisez des outils de contrôle des dépendances. Dependabot, Dependency Check, il y en a énormément. Utilisez des outils de qualification des CVE et de détection des CVE. Répondez aux contributions. Toutes les demandes, tous les PR, toutes les demandes qu'on vous fait et ainsi de suite, répondez parce que c'est aussi comme ça qu'on capture, qu'on motive et qu'on capture des gens pour contribuer. Et enfin, l'évolution du projet. Donc il faut essayer le plus de s'adapter au type d'usage qui évolue, gérer les rétrocompatibilités, gérer de façon responsable la dépréciation. Donc effectivement, maintenir le projet, c'est pour ça, ne lancez pas des tonnes et des tonnes de projets, parce que sinon vous allez devoir maintenir des tonnes et des tonnes de projets. Et il faut la structure qui va avec. Et dès l'instant où en plus il va devenir, par exemple si vous créez une librairie, et que cette librairie elle est utilisée dans des logiciels d'envergure importante, là vous êtes en train de facto de récupérer une responsabilité forte.
Normalement, maintenant, depuis les épisodes qu'il y a eu avec la librairie de compression qui était utilisée dans SSH, il y a des choses qui se sont mises en place pour effectivement détecter les librairies qui sont devenues vitales et faire en sorte qu'on les aide dans leur gouvernance et qu'on leur apporte les moyens. Mais en tout cas, vous avez cette responsabilité. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo, petite peut-être pas d'ailleurs, pour vraiment montrer tout ce qu'il est indispensable de mettre en œuvre, de respecter pour contribuer ou pour mettre en place votre projet open source ou participer au projet open source de quelqu'un d'autre. Bonne journée!